ton cas sur Africa numéro 1 délit. Tu es malade depuis le dé où tu as mis la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropical. Et tu es qui l'entrée dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées. Ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son homme alors qu'il paraît de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une babilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert, qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Watson, le bon de la touche te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, mais il est en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on parle pas de tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un glougougou. Nerveux dès le matin, petit frère, ne me parle pas de balayer mon bras trop beau, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu lis ton jackpot dans l'ange, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chimas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de veille se veille, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Ton manifeste te stress, c'est la faute à Babia. Ton business s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais, c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. L'empire du mensonge continue. C'est parce que l'empire du mensonge veut. J'ai dit que l'empire du mensonge continue.
C'est bon. Allô tout le monde, moi c'est Julien là. Je vous mets une vidéo. Écoutez, avant de revenir, je vous mets une vidéo. C'est parce que ces gens veulent. C'est eux qui nous disent qu'ils prennent les sanctions contre la Russie. Je continue de vous dire au même moment que c'est eux qui nous disent qu'ils prennent les sanctions contre la Russie. On ne veut que massacrer les populations ukrainiennes, les civils, les pauvres. On se pose la question de savoir, mais en réalité, est-ce que les sanctions qu'ils prennent là, c'est vraiment contre la Russie? Est-ce que c'est vraiment contre la Russie? Parce que quand on creuse en profondeur, maintenant, Poutine dit qu'il va vendre son gaz, son pétrole en roubles. Joe Biden est allé en Europe à la réunion de l'OTAN pour dire qu'ils sont solidaires. Mais je veux comprendre l'idée qu'il y a derrière la tête de ces gens. Lorsque les États-Unis décident de geler les avoirs russes, c'est écrit dans quel texte? Lorsque la Banque centrale européenne décide de geler les avoirs russes, c'est écrit dans quel texte? Et je vois les Allemands crier que non, ce n'est pas écrit dans notre contrat qu'on va acheter le pétrole et le gaz russe en roubles. Attendez, lorsque Poutine vous vendait son gaz, c'était libellé en dollars, soit en euros. Est-ce qu'on avait dit à Poutine que si tu as envahi l'Ukraine, on va geler les fonds? Non. Ça veut dire que au même moment où vous décidez de dire que vous gelez son argent, lui aussi peut dire qu'il vous le payez en roubles. Je veux comprendre la mentalité de ces gens de penser qu'eux, ils ont le droit de le faire. Les autres n'ont pas le droit. C'est que c'est quoi ça? On est dans quoi là? On est dans quoi? Au juste. Respectez au moins vos paroles. Les fonds libyens logés dans une banque en Belgique. Les fonds libyens logés dans une banque en Belgique. Dès qu'on a assassiné Kadhafi, les fonds libyens libérés en dollars et en euros ont disparu. Raison pour laquelle il ne faut pas que la Libye redevienne un État normal. Parce que si la Libye redevient un État normal, les autorités libyennes vont se pencher sur les milliards de dollars et les milliards d'euros que Kadhafi avait logés dans les banques en Occident, qui allaient soutenir la nouvelle monnaie africaine. Ça a disparu. Aujourd'hui,
l'Allemagne pleure, dit que ce n'était pas prévu dans le contrat de payer le gaz en rouble. Comme je vous le dis toujours, nos maîtres n'aiment pas l'histoire. Ils n'aiment pas l'histoire. À l'heure actuelle où je vous parle, l'Arabie Saoudite est en train de négocier avec la Chine pour payer son pétrole en yuan, pour vendre son pétrole à la Chine, mais au lieu de payer en dollars, la Chine va payer en yuan. L'Inde est en train de voir, pas que voir, l'Inde est en train de faire ses transactions financières avec la Russie en payant avec le roupie et le rouble. Je vous rappelle en passant que l'armement russe, l'armement de l'armée indienne est à 85% constitué des armes russes. Quand tu regardes tout ça et tu écoutes les médias mainstream, ce qu'ils racontent, tu te poses la question de savoir, mais ils veulent manipuler, en tout cas, je sais qu'ils ont réussi à lobotomiser le cerveau de leur opinion publique. Ils vont une fois de plus gober cette chimère qu'ils racontent. Mais il y a une chose qui est vraie, que le président américain a dit, aucun soldat américain ne partira plus jamais mourir en Europe. Un président vous dit qu'aucun soldat américain ne pourra plus aller mourir en Europe. Vous comptez encore sur le temps. Il dit aucun soldat américain ne pourra aller mourir en Europe. Je veux comprendre ce langage. Aucun soldat Ryan ne pourra mourir en Europe encore pour une guerre. Mais les Européens ont refusé de constituer leur défense pour compter sur le soldat Ryan. Mon ami, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Il dit qu'un soldat américain ne pourra plus mourir en Europe pour une guerre. Donc vous croyez que si un missile russe tombe en Pologne, ils vont attaquer? Jamais. Jamais. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Ce qui fait pitié dans l'affaire, c'est l'Africain. C'est l'Africain et le nègre du salon. Celui-là qui pense bien défendre les intérêts de son patron. Et c'est ces gens qui me font pitié. Ils me font tellement pitié. Je ne sais pas où ils vont mettre leur tête. Je ne sais pas. Parce que c'est devant eux que le monde est en train de se disloquer. C'est devant nous tous. On va voir le monde érigé après 1945 est en train de se décomposer. C'est devant nous que ça se décompose. C'est devant nous que le monde est en train de se disloquer. Les institutions de Bretton Woods, c'est fini. Vous n'allez pas croire ce qu'on nous raconte sur les plateaux de télévision. La Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud. Ça fait 4 milliards de citoyens qui sont en train de se déconnecter du dollar. Et vous pensez que le monde va rester comme ça? Vous croyez que ça va rester comme ça? Les Américains, par leur loi d'extraterritorialité, tant que tu utilises le dollar pour faire les transactions financières internationales, se sont tirés une balle sur le pied. Au début, ça marche. C'est comme ça que ça a commencé à effriter la confiance que les hommes et les femmes ont mis au dollar.
Parce que les transactions financières sont basées sur la confiance qu'on peut apporter à une monnaie. C'est pour ça que les Américains ont constitué une puissante armée pour imposer cette domination du dollar sur le marché mondial. Donc, il faut donc faire la réflexion inverse. Dites-vous que les États-Unis d'Amérique peuvent décider de ne plus payer les bons de trésor chinois qui sont en milliers de dollars. Les bons de trésor américains dont détiennent les Chinois. Les Chinois vont dire, ok, il n'y a pas de problème. Mais sauf que quand les Américains vont rentrer chez eux, tous les papiers qu'ils ont imprimés, on va dire, monsieur, vous avez une dette. Parce que l'argent qu'ils impriment n'est bâti sur aucune richesse. C'est pour ça que cet argent, avec l'aide du FMI, doit être recyclé en octroyant des prêts aux pays africains qui vont durer 4 siècles. Parce qu'au préalable, on a produit de l'argent pour payer les biens et services fabriqués en Chine. On a imprimé de l'argent, la Chine leur a fourni les biens et services. Or, c'est pas ça l'économie. C'est pas ça l'économie. Ce qu'ils devaient faire, c'est que lorsqu'ils veulent payer aux Chinois, ils payent aux Chinois avec les lingots d'or. Mais les lingots d'or américains ont disparu. Tout le monde le connaît. Les lingots d'or américains ont disparu. Tout le monde connaît où c'est logé. Quelque part en Europe. Donc en Norfolk, là, il n'y a rien. C'est ce qu'a découvert M. Dominique Strauss-Kahn. C'est pour ça qu'il a commencé à appuyer le projet de Kadhafi. Il s'est rendu compte que le FMI, en fait, lorsqu'on ne parle pas, il n'y a pas. C'est pour ça que le système s'est retourné contre lui. Donc, imaginez-vous un seul instant que ça va rester comme ça. Ça aura de l'impact. Ça sera un tremblement de terre. Les Américains ont donc peur de dire à tous ces pays qui ont les bons de trésor américains, ils disent que je ne paye pas. Comme ils ont fait au Japon, on ne paye pas. Parce que c'est écrit dans la constitution américaine, noir sur blanc, que je peux te devoir et après je déclare que je ne te paye pas. C'est écrit. Je te dis que je ne veux pas plus les dollars que je t'ai donnés. Donc les Américains, dans leur constitution, ils ont écrit que je peux te donner les bons de trésor et je peux aussi décider que je ne récupère plus. Fais ça ce que tu veux. J'ai pitié des Africains. C'est les Africains que moi j'ai pitié. J'ai pitié. Ils continuent de nourrir un système, nourrir les fonctionnaires, les nourrir, qui sont en train d'entraîner leur pays à l'hécatombe. Parce que tout ce que nous vivons au Cameroun, c'est la faute des fonctionnaires. C'est pour ça que je suis fier aujourd'hui, parce que tous les Camerounais aujourd'hui sont en train de se rendre compte qu'en fait, il y a une différence entre gérer le pays au quotidien et gérer le pays sur le long terme. Celui qui pose des actes pour le long terme, on l'appelle le président. Mais celui qui gère au quotidien les problèmes de la nation, c'est le fonctionnaire. Le contracteur d'administration, l'agent de l'État. On sait. Mais j'ai lu un journal, une nouvelle expression. J'ai vu à la une de nouvelle expression un certain monsieur Wanji qui dépeint comment le RDPC en 35 ans a détruit l'économie camerounaise. Je vous rappelle en passant, M. Wanji, c'est un économiste. Lorsque M. Wanji fait une sortie au journal, la nouvelle expression de Séverin Tunke,
pour les naïfs qui ne connaissent pas qui est M. Wandji, on dit vraiment, il parlait bien, hein. Vraiment de Dieu, il parlait bien, hein. Vraiment de Dieu, il parle avec les machins. Mais il doit d'abord commencer par qu'est-ce que lui, M. Wandji, a posé comme acte pour que les entreprises dont il reproche au RDPC d'avoir tué. Je vous rappelle que M. Wandji est parmi les concepteurs du projet économique de la Solucam. M. Wandji, aujourd'hui il critique que le RDPC a tué les entreprises. Le projet économique de la Solucam, cellulose du Cameroun, 120 milliards après livraison, 3 mois, il a pris feu. Je dis 3 mois, il a pris feu. Les mêmes Wandji aujourd'hui qui parlent de vraiment le RDPC, ils ont refait la même chose avec la Kamsuko. Projet de développement de canne à sucre. Initialement prévu dans l'Union Ekele. Dans un petit village où il y avait un petit coup d'eau où on appelait Mbandjo. Ils n'ont pas dit au président Aïdjo que comme tu vois là, le projet économique mis sur pied pour l'installation de la Sosicam nous a coûté 6 milliards pour une production annuelle de 20 tonnes de sucre. Ils n'ont pas encore atteint la production annuelle de 20 tonnes de sucre. Mais ils disent au président Aïdjo, non, là-bas, l'État du Cameroun est actionnaire minoritaire, mais il faut qu'à côté, on installe une autre entreprise dont l'État du Cameroun sera actionnaire majoritaire. Voilà comment on met sur pied le projet de construction d'installation d'une deuxième usine du sucrière Kamsuko, avec un montant de 22 milliards. Les mêmes Wandji. On donne 22 milliards pour une production annuelle de sucre de 50 tonnes de sucre. Les messieurs Wandji, en tant qu'économistes, ils ont fait les calculs, les simulations. On a pris une dette. Voilà, si on produit tel nombre de quantités de sucre, on va vendre tant, on va payer les ouvriers avec tant, l'entreprise aura un bénéfice de temps. Voilà comment ils ont fait le calcul sur le papier. On a lancé les travaux. La production annuelle de la Kamsuko était de 50 tonnes. Première production, 3 tonnes. Au lieu que la Kamsuko paye sa créance à la banque, c'est l'État de Cameroun qui vient au secours et payer la Kamsuko et donner de l'argent encore à la Kamsuko pour payer les ouvriers. Voilà comment les mêmes M. Wandji qui donnent les leçons aujourd'hui ont monté le projet de la Sodenkam en Konjo. La Sodenkam en Konjo, ils ont monté le même projet à la société, la riziculture de Sanchu. Ils ont monté le même projet à la Sennerie. Ils ont monté le même projet à la société de blé, société de développement du blé de la Damawa.
Voilà comment ils ont insidieusement tué les entreprises qu'avait mises le président Amadou Ahidjo sur pied avec des projets économiques bancals. Et les mêmes s'asseyent sur les plateaux de télévision pour dire Paul Biya, il a tué des entreprises. Mais est-ce que vous voyez comment ces gens n'ont jamais appelé le nom du directeur général de la Société de développement du blé, la Damawa? Ils n'ont jamais appelé le nom du directeur technique. Ils n'ont jamais appelé. Moi, je suis allé à la Société de développement du blé de la Damawa. Le matériel que j'ai vu là-bas pour la culture du blé n'a rien à y voir avec la culture du blé. Vous voyez de ces caterpillars, tu peux savoir que mais, ces machines, c'est pour faire le blé. Ces machines, c'est pour faire le blé. On me dit oui, c'est que c'est pas possible. Je dis, allez. Ouais. Il faut que je retrouve les photos. Vous voyez les machines que les gens ont achetées pour la culture du blé. Dans la Damawa. Vous mettez vos mains à la tête. Vous mettez vos mains à la tête. Et ces gens écument les plateaux de télévision. Ils critiquent Paul Biya. Je ne parle pas de ce que j'ai bien vu. Les mêmes personnes ont mis sur pied le projet de la SCAN. La SCAN, l'entreprise qui avait pour mission de développer le sol, qui avait pour mission de transformer la tomate locale. Vous savez ce qu'ils ont fait? L'entreprise fonctionnait comme une coopérative. Ça veut dire que les producteurs, l'entreprise avait d'abord cette plantation, et les producteurs du Noun venaient déverser la production à la SCAN. Mais sauf que la SCAN avait une capacité de production, avait besoin d'une capacité de production de tomates de 200 000 tonnes annuelles pour pouvoir supporter ses frais d'entretien, son développement et les charges salariales. Résultat de course, la SCAN n'avait que chaque année 30 000 tonnes de tomates. Avec ça, Yao Aïssatou a mis la clé sur les paillassons et il est allé démonter le dernier matériel qui restait là-bas, les groupes électrogènes partis avec. Fermé. Mais vous voyez, lorsqu'on ferme, lorsque Yao Aïssatou ferme, est-ce qu'on appelle Paul Biya? On a déjà fait un rapport parce que je vous dis quelque chose. Le rapport qu'on a déjà fait, il y a des gens tapis dans l'ombre qui, eux, veulent récupérer cet investissement de l'État du Cameroun. Parce que cet investissement, c'est l'argent public. Toutes les entreprises que vous voyez là, on les a partagées. Il y a les gens qui sont les acquéreurs de ça. Ils attendent seulement que M. Biya parte. C'est pour ça qu'il faut installer un régime de chaos au Cameroun. Comme ça, ils vont s'accaparer de ces entreprises. On ne pourra plus rien leur demander. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Lorsque vous voyez le matériel médical qu'on a mis dans les hôpitaux au Cameroun, et que préalablement, on ne crée pas une branche dans les lycées techniques pour la maintenance de ce matériel, je vous garantis que d'ici 30 ans, tout ce matériel sera out.
Bienvenue à la privatisation des hôpitaux que Paul Biya est en train de construire. C'est ça qui va arriver. On va dire, l'hôpital n'est pas rentable. Il faut la privatiser pour avoir une bonne gestion. Résultat de course. Ce que vous avez construit avec votre argent, l'État récupère ça. Via les fonctionnaires véreux, ils vont privatiser l'hôpital régional de Garoua. Ils vont privatiser l'hôpital régional de Ngaoundéré. Ils vont privatiser l'hôpital régional. Et qui seront les actionnaires? Les fonctionnaires. Ils vont privatiser l'hôpital régional de Sangmelima. Ils vont privatiser l'hôpital régional de Bolowo. Ils vont privatiser l'hôpital régional de Boya. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et la preuve, vous prenez la socature, la sotuc, dont la socature utilise son emplacement. Vous allez bien trouver qu'à l'intérieur de la socature, il y a certains pontes de régime qui sont actionnaires à la socature. La célèbre, vous pensez que monsieur Atangana, il s'appelle qui? Moi, il s'appelle Washington, voilà. Atangana de la Sénète. Celui qui a fui la Paul Biya a appelé que si je n'ai plus au Cameroun, qui n'est pas au Cameroun, vous allez me sentir. Il avait donc là. Le gars de Ngoumoussi. Le gars de Ngoumoussi. Celui qui a fêté son anniversaire en prison là. En tout cas, son nom va me revenir. La Sénèque. Atanganakuna n'était que la face visible derrière les Marocains qui étaient à la Sénèque. Il y avait les fonctionnaires comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, ils ont privatisé la Sénèque. Allez chercher les Marocains, venir mettre devant. C'est la même chose qu'ils ont fait avec la Campos. Vous partez à la Campos, vous voyez les vrais actionnaires, ce sont les mêmes fonctionnaires. Donc, les gars sont en train de se partager notre pays. Les biens que nous avons construits avec l'argent public, là, ils se partagent ça. Ils disent c'est Paul Biya le responsable. Même chose qu'ils ont trompé Paul Biya en disant, non, monsieur le président, on va mettre sur pied la commission nationale de privatisation et de réhabilitation. Tout ce que je suis en train de vous raconter là, c'est organisé par un comité national de réhabilitation et de privatisation et de réhabilitation. Qu'on appelle la CRT. Comité national de réhabilitation des entreprises d'État. C'est ça la vérité. Vous allez entendre demain. Vous pensez que tout ce que M. Nsambou fait à l'électricité du Cameroun, c'est pourquoi? C'est pour que l'électricité du Cameroun ne marche pas. Parce que dans la vision du président Biya, le président Biya, lui, mais la même chose, ouais, merci Catherine. Vous, les voitures de la canne sont où? Ils se sont partagés les voitures de la canne, non? Ils ne sont pas partagés les voitures de la canne. Ils se sont partagés les voitures de la canne. Terminé. Ils se sont partagés les voitures de la canne. La même chose, le barrage de Lompanga, ils se sont partagés les voitures. Le directeur général, Nsambou, il a partagé en faisant, lui avec son PCA, en faisant une simulacre de vente de voitures. Voilà pour mon chauffeur, voilà pour ma femme, voilà pour mon ami. Voilà, c'est comme ça qu'ils se partagent les biens. Donc, vous voyez les choses qu'on achète avec les fonds publics, ils se partagent. Mais lorsque les professeurs grèvent, ils disent que non, vous voulez renverser vous voulez faire un coup d'État, vous êtes manipulés, mais c'est parce que les Camerounais ne savent pas. Je vous ai dit hier que lorsque vous entendez monsieur Atanga dit
Séverin Tchungue parlait, il faut se moquer d'eux. C'est deux bons amis. Ils font le cinéma qu'ils font là, vous pensez qu'ils sont... C'est les mêmes gens. Une même pièce, mais qui n'a que deux faces. Une face qui va être la thèse, une autre face qui va être l'antithèse. C'est tout. Voilà dans quoi le père là est. Voilà dans quoi le père là est. Avec son âge, il ne peut plus courir derrière les gens. Il dit seulement, en fait, le résultat de course, ils ont bloqué le pays. Dès qu'ils entendent que le président, dès qu'ils entendent qu'il y a remaniement, allez, ils soulèvent un dossier. Oh, les professeurs sont en train de gréver, maintenant c'est les docteurs sont en train de gréver. Le président est obligé de prendre l'affaire de remaniement ministériel, il jette. C'est de ça qu'il est question. Vous croyez que quoi? Les gens viennent vous raconter des bêtises, des sauvageries, en vous racontant des bêtises. C'est de ça qu'il est question. C'est le contrôle de la production nationale. C'est tout. C'est de ça qu'il est question. Mon frère, est-ce que toi tu penses que nous on déteste l'Algérie? On ne déteste pas l'Algérie. Ce n'est que match de football, rien d'autre. On ne peut pas être ennemi là. Rien d'autre. Ce n'est que du foot. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est qu'un match de football, mon cher ami. Il ne faut pas que tu te fatigues trop là. Ce n'est que du foot. Je ne sais pas pourquoi tu te fâches. Donc voilà la réalité. Voilà la réalité en fait. On vous manipule, on manipule. Parce que le président Biya, à l'âge où il est, il ne peut que faire confiance à ses collaborateurs. Et à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun collaborateur qui fait exactement ce qu'il veut. Parce que pour ses collaborateurs, pour eux là, le président Biya, c'est du passé. Ils sont en train de regarder l'avenir. Qui va venir prendre les choses. C'est tout ce qui les intéresse là maintenant là. Ils ne connaissent plus sur le président Biya. C'est tout. Si les gens sont honnêtes, comment toi, tu es fonctionnaire, tu as tes 100% de ton salaire, tu as tes avancements régulièrement, tu as tes indemnités de mission régulièrement, mais vous décidez que les enseignants, eux, n'auront rien. Ils vont avoir les 1 tiers, les 2 tiers. C'est quoi ça? Ce n'est pas que ils l'ont fait pendant 1 an. Ils l'ont fait pendant 20 ans. Et ils sont des milliers. Mais ils interdisent à ces gens de se révolter. Vous croyez qu'on démantèle un pays comment? Vous croyez qu'on démantèle un pays comment? On démantèle un pays par les actes que vous voyez là. Par le clientélisme. Par la corruption. Lorsque les gens en auront marre, ils vont dire, on fait ça gâte. Comme les Somaliens ont fait. Ils ont dit, ok, on reste dans 100 pays. La Somalie s'est divisée en deux. Une partie la Somalie, une partie la Somalie tout court. Moi, je le dis tous les jours. Les gens qui seront malheureux dans l'affaire, c'est le peuple de la forêt. C'est eux qui seront les plus malheureux. Parce qu'eux, ils n'auront pas de grenier. D'ailleurs, ils n'ont pas de grenier. Ils n'ont rien. Ils comptent tous sur l'État. L'État doit être vertical. L'État.
Parce qu'ils savent que dès que l'État là, et c'est sur ça que les autres jouent. C'est ça que les autres jouent. Vous voyez quand la base, vous voyez tout ce que la base fait là, parce qu'ils savent que les autres ont une porte de sortie. Ils sont des excellents commerçants. Or, les gens de la zone forestière n'ont pas une organisation ancestrale qui peut les soutenir. Ils ont comment on dit ça? Ils ont assujetti leur pouvoir féodal au résultat de course. Ils n'ont que pour seul repère l'État. Et lorsque l'État va tomber, vous allez le voir. Chacun va prendre l'avion. Toronto, New York, Washington, Londres. Ça sera ça. Ils n'auront rien. Vous avez un exemple, hein, la crise anglophone. Quand ça a pété, les chefs sont partis où? Ils sont venus dans la zone francophone, non? Tous les chefs. Dans la zone francophone, ils sont là, assis. Ils continuent à être entretenus par le même État. Ils continuent à être entretenus. C'est ça que la question. Donc, lorsque tu ne comprends pas ça, papa, tu es loin de la réalité. Tu es loin de la réalité. Et c'est ça que nous voyons. C'est ça que nous disons. Ce qui vient là, ça sera pour ceux qui seront intelligents et comprendre le système. Qui vont s'en sortir. Ceux qui ne vont pas s'en sortir, tant pis, nous n'aurons que leurs 2 yeux pour pleurer. Mais il ne faut pas qu'ils disent qu'ils ne connaissaient pas. Il y a un autre sujet, il y a un petit sujet dont je vais vous parler. L'histoire des accidents de la circulation au Cameroun. Vous savez, justement quand j'entends, on dit vraiment, les accidents, les routes, la première cause des accidents, c'est le chauffeur. Première cause des accidents, l'irresponsabilité des chauffeurs. Deuxième cause des accidents, l'irresponsabilité des propriétaires des agences de voyage, des camions de transport, marchandises interurbains de l'Interland Cameroun-Tchad, Cameroun-Centrafrique. Troisième cause, l'état des véhicules. Parce qu'au Cameroun, les gens ne savent pas que il y a une règle d'or qui dit que lorsque tu roules avec la voiture, moi je suis un mécanicien, lorsque je roule avec ma voiture et que je suis à 70, 80, je peux mettre mon bras, je peux conduire avec un bras. Mais dès que j'atteins la vitesse de 100, dès que je vois mon aiguille monter à 100, mes 2 mains sont au volant. Mes 2 mains sont au volant. Je maîtrise ma voiture. Mais regardez quand vous voyez, regardez ce que vous voyez le long des routes au Cameroun. 2 fois, le gars prend son pied, il accroche sur la fenêtre, il avait soi-même sur le bras, il touche seulement le volant avec les bouts de doigts comme ça, il conduit. Et vous regardez à quelle vitesse il roule. Papa, moi j'ai la chance d'avoir fait le domaine. Lorsque tu arrêtes ton volant avec 2 mains, tu es conscient durant tout ton trajet
Moi, quand je suis en route, sur une route que je conduis, ce qui me reste dans la tête à réagir promptement à deux choses. J'ai crevaison avant ou arrière. J'ai eu crevaison, j'étais à Bafia une fois, j'avais la voiture de mon oncle, une Prado, j'ai eu crevaison, la roue avant. La roue s'est carrément déchiquetée. Il y avait derrière sa femme, mes cousins. La manière que j'ai maîtrisé le volant et la manière que j'ai garé, j'ai serré, j'ai remplacé la roue. Quand mon oncle a vu la roue, l'état de la roue que j'ai remplacée, il me demande, mais comment tu n'as pas fait ton eau? Parce que la crevaison, la roue que je vois là, déchiquetée, et tu roulais fort. Parce que lui venait derrière. Lui venait derrière avec la VX. Moi, j'étais devant. Ils ont bien vu. Quand la voiture a fait comme ça, là, paf, devant. Ils ont dit que, ah, il a eu crevaison, il va faire comme ça. Il était sûr. Mais il voit comment la voiture est partie comme ça part comme ça, je ramène la voiture. La première règle d'or, c'est oublie le frein. Donc si tu ne connais pas ça, et tu t'assois sur une voiture parce que tu as eu l'argent, donc il me faut une voiture à tout prix. Hey, mon cher ami, si tu ne connais pas la règle d'or en cas de crevaison, roue avant, tu enlèves tes deux pieds sur les pédales, tu restes concentré sur le volant. Tu n'as rien compris, mon frère. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas le droit de t'asseoir derrière une voiture pour conduire. Mon oncle voit la Prado aller comme ça, s'incliner. Il voit comment la voiture va comme ça, je ramène la voiture. Il était sûr que la voiture va faire comme ça. J'ai roulé comme ça, c'est encore environ 100 mètres, en bagarrant avec le volant, comme ça. Tenez bien, la voiture va aller comme ça, je maintiens la voiture. La vitesse a diminué seule, j'ai balancé sur le côté, je suis sorti sur la route. Il vient derrière, il s'est devant. Il dit que papa, non, tu connais la voiture. Tonton, je suis mécanicien, on nous a appris les cours de conduite à l'école. C'est les derniers cours. Les cours de conduite, quelles sont les forces qui agissent lorsque tu conduis une voiture. Donc tout ça là, je connais. Donc, quand il m'assoit sur une voiture pour conduire, je connais les forces qui agissent. Que ce soit transversal, que ce soit longitudinal, quand tu freines, je connais comment la voiture doit se comporter. Il dit que je te donne le chapeau. Non, si c'était moi, il se tourne sur son chauffeur. Si c'était toi, on allait entrer en bout, comme nous sommes. Il a déjà fait tourner avec son chauffeur plusieurs fois. Donc c'est pour ça que c'est ça là. Je ne le dis pas, je dis que ça c'est ce que j'ai vécu. Et je l'ai vécu encore quand je partais sur Yaoundé. Là, c'était avec ma propre voiture. Donc, quand je vois les accidents, je vous jure, 80% des accidents, c'est le chauffeur. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas que lorsque tu es en train de... Lorsque tu es là sur l'axe lourd, tes deux mains doivent arrêter le volant. Les deux. Pour eux, c'est... Je suis galant. Il prend un bras. Il met comme ça. Dès que ça frappe sur un petit caillou qui est sur la route là, bang, le volant sort de ses bras. Il ne se maîtrise plus. Trop tard. C'est quelques fractions de secondes. C'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est terminé. On n'en parle plus. Et c'est ça qui arrive au Cameroun.
C'est pour ça que moi je dis toujours, lorsqu'un policier voit un chauffeur qui vient dans sa voiture en posant un bras comme ça sur le volant comme ça là, il conduit, il cause. C'est l'ami, il faut verbaliser ce genre de personnes. C'est eux qui nous tuent les gens en route, comme ça. C'est eux. L'autre est parti fendre la citerne d'un camion à l'ouest Cameroun, là-bas, sur la route de Baché. Il a fendu carrément la citerne d'un camion. Le gazole coule par terre. Ce sont les... Je dis que si vous prenez le facteur chauffeur, vous mettez de côté pour résoudre le problème des accidents. Mais non, vous êtes à côté de la plaque. Le premier facteur, c'est le chauffeur. Dès qu'on dit au chauffeur, quelles sont les forces qui agissent dans la voiture, quand tu conduis, tu es exposé à ça durant 500 km. S'il faut parcourir les 500 km, tu es exposé à ça durant les 500 km. Tu dois avoir ça dans ta tête. Tu deviens plus conscient. Tu deviens plus conscient. Tu vois d'autres gars, ils viennent, il est sur l'axe rouge, mais il rate le virage. Mais c'est parce qu'il ne connaît pas que pour lui, bon, non, il peut prendre un virage, même si je suis à 100, à 120, 130. Oui. Mais il a ce qu'on appelle amorcer un virage. C'est là-bas où tout se passe. C'est là-bas où tout se passe. Si tu décides de le prendre à l'intérieur, alors que tu es sur une route à double sens, que la même route te fait monter, la même route te fait descendre, mais tu pouvais prendre un virage à l'intérieur du virage, alors que tu sais qu'en le prenant à l'intérieur du virage, je suis dans le sens de celui qui descend, tu t'attends à quoi? Donc ça veut dire que tu as mal amorcé ton virage de loin. Ce n'est pas à l'intérieur du virage que tu vas commencer à lutter pour dire qu'il faut que tu l'amorces. Mon cher ami, l'inertie et la charge de la voiture va t'entraîner hors de sa courbe initiale. Claire! Fais quoi? Lorsque tu vas vouloir changer cette inertie, tu vas attendre la voiture qui va faire tranquillo. Ça part comme dans le ralenti dans les films. C'est parce que tu as voulu modifier l'amorçage de ton village à l'intérieur du village. Dès que tu commences à le faire, tu vas toi-même voir la voiture faire comme ça là. Tac, elle sort doucement. Tu dis, les sorciers m'attacher au village. Or, tout ce que je vous raconte là, un gars des auto-écoles ne va rien comprendre. Il ne va rien comprendre. Il ne va rien comprendre. On va te dire que ma voiture, c'est là, a un poids total de temps. Tout en sachant bien le poids de ta voiture, tu peux savoir à quelle vitesse tu peux amorcer un virage. Oui. Ils massacrent les gens au Cameroun. Mais ils ont le courage de dire que c'est Paul Biya. Vraiment, l'état des routes, vraiment de Dieu, Paul Biya. Moi, je dis encore une fois de plus, ça sera difficile pour que quelqu'un vienne me tromper. Hein. Il faut que les chauffeurs camerounais soient des responsables. Tu ne peux pas avoir dans un bus 70 personnes et tu conduis avec un bras.
C'est pas possible. C'est comme ça. C'est un peu ça que tu auras à faire. Soit tu es comme ça, soit tu es comme ça, soit tu es comme ça. C'est tout. Quand tu es sur l'ensemble, c'est ça. Mais les gars te réussissent quand même à dire, non, je suis un grand chauffeur. Être grand chauffeur, ça signifie poser un bras sur le volant. Et ces véhicules que ces bus que vous voyez là, ils ont eu, les boîtes de vitesse sont multipliées. Hein. Lorsque tu le suis derrière avec ta petite voiture, toi tu es à 100. Quand toi tu es à 100 là, quand tu vas derrière son tableau de bord là-bas, devant là-bas, toi tu es derrière avec ta voiture, tu es à 100. Lui il n'est pas à 100. Mais tu n'arrives pas à le doubler. Il faut que tu montes encore à 100, 110, 120, que tu le passes. Celui-là, un multiplicateur. Et un gars s'assoit sur une machine pareille, il prend un bras, il prose. C'est ça qui nous tue aux gens au Cameroun. Tout ce que je vous explique là, j'ai un ami qui est dans un auto à la douane, je l'avais fait asseoir. Et que tu sais, tu dois apprendre ça, pour bien former les gens dans l'auto-école. Je lui ai remis le petit livre des forces qui exercent sur une voiture. Regardez, quand tu veux même parler de ça aux gens, ils disent que mon frère, apprends-moi seulement à conduire. Donc le gars fait confiance à la ferraille. Oui, le gars fait confiance à la ferraille, il dit que non, c'est la voiture. C'est bon. Hey! parfois, tu peux avoir ta voiture, une panne survient en plein 100 km à l'heure. Oui. Un flexible de frein peut se percer. Il se perce. Clair. Tu appuies le pied sur le frein, ça descend. Maintenant, lorsque tu as une situation pareille, toi en tant que chauffeur, que tu vois ta voiture est en train d'aller tout droit, tu montes sur le frein. La seule chose, si tu ne connais pas que dans une voiture, j'ai en dehors du frein, que je vais utiliser le frein à pied, j'ai au même moment le frein à main, j'ai au même moment un troisième frein qu'on appelle le frein moteur. Si j'étais en 5e, je tape en 4e. Je lève aussitôt le pied sur l'embrayage. Je tape en 3e, je lève aussi le pied sur l'embrayage. La voiture va faire comme ça là. Je tape en 2e, la voiture va encore faire comme ça. Je tape en 1er, ça va faire comme ça là, fort. Je tire le frein à main doucement. Ça va chauffer. Mais tu gardes encore le contrôle de la voiture. Tout ce que je vous explique là, c'est fraction de seconde. Mais quelqu'un qui va avoir les fractions de seconde à réfléchir, comme je suis en train de vous dire là, c'est quelqu'un qui a été préparé. S'il n'a pas été préparé, et que lui sait que le frein de la voiture, c'est appuyé avec le pied, sa voiture s'arrête. Bouf, il va entrer dedans. Sans lutter pour que le choc n'arrive pas, sans lutter. Ce que je vous explique là, retrograder de la 5e à la 2e, tu es capable de le faire sur une petite distance d'au moins 20 mètres du choc. Il te reste 20 mètres. Tu es capable de retrograder, tac, 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 tac. Tu as amorti le choc. Prêt. Mais bon, quand tu expliques ça aux gens, ils te disent que vraiment, c'est compliqué. Hein? Nous, on veut seulement conduire. Résultat. Mais on appelle Paul Biya. C'est comme tu peux appeler Paul Biya là où moi je suis. Tu appelles Paul Biya, je te jure, tu te dégage. Une fois de plus, je vais dire aux enseignants, organisez-vous.
rencontrer les autorités, négocier à ce que ça n'arrive plus aux générations futures. Parce que votre combat là que vous menez là, c'est pour les générations futures. C'est plus pour vous. Parce que vous avez été victime. Il faut que, à partir de vous là, qu'on arrête cette histoire que l'enseignant travaille pendant 35 ans, il part en retraite, il n'a pas sa pension. Donc votre combat ne doit pas être un combat qui va s'arrêter à votre niveau. Il faut que la nouvelle génération qui vient derrière trouve que votre combat a résolu le problème. Des avancements, des primes de non-logement. Votre combat doit avoir un sens. Mais si vous limitez votre combat à votre niveau, les gars, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Moi, je dis, vous avez beaucoup supporté. Nous sommes derrière vous à 1000%. Mais, retenez bien que, pour que ça n'arrive plus, vous ne devez plus dormir sur vos lauriers. Vous devez vous entraider. Lorsqu'on dit qu'on doit faire des avancements, et que vous vous rendez compte qu'il y a des gens parmi vous, eux, ils ont eu leur avancement, vous n'avez pas eu, c'est un problème. C'est un problème. Vous montez au créneau. Vous montez au créneau clair. Mais si vous voulez rester dans l'informel, mon cher ami, tout ce qui est dans l'informel finit toujours par mourir seul. Surtout face à un État néocolonial dont les fonctionnaires ne pensent qu'à leur intérêt. C'est ça qui est la question. Il y a aussi cette histoire de Steve Farr. Je continue de vous dire, et je répète. Je répète. Vous devez vous poser la question. Pourquoi tous ceux qui rient avec la basse sont fouettés? Tous ceux qui rient avec la basse sont tabassés. Tous ceux qui sympathisent avec la basse, au final, sont tabassés. Je dis, tous ceux qui sympathisent avec la basse, au final, sont tabassés. C'est une question que vous devez vous poser. C'est pour ça que tu ne peux pas t'asseoir sur deux chaises. Je suis assis sur une chaise. Paul Biya, je le défends. Je connais ce qu'il a fait pour le Cameroun. Je connais ce qu'il fait pour le Cameroun. Je connais les sacrifices qu'il fait pour le Cameroun. Je connais le sacrifice qu'il fait pour que notre pays continue de fonctionner. Je m'en tiens à ça. Tous ceux qui viennent donc dire le contraire, je te considère comme un adversaire. Je ne vais pas dire que non, vraiment de Dieu, à ce niveau-ci, non, monsieur. Tout ce que la basse tabasse, ce sont des gens qui ont des positions ambiguës. Ils sont avec la basse, ils sont avec le président Biya, ils sont avec la basse, ils sont avec le président Biya, ils sont avec la basse, ils sont avec le président Biya. Ils mangent des deux côtés. C'est pour ça. Depuis que moi je parle de mes choses là, personne ne m'a attaqué. Hein? Personne. D'ailleurs, on a même peur en disant que le discours du gars là,
si vous reprenez son discours sur les réseaux sociaux, ça va démanteler bien le système. Parce qu'ils savent bien comment ils parlent du système. C'est pour ça que les gens évitent. Tous ceux qui sont sur deux chaises, toutes ces plateformes que vous voyez là, sont assis sur deux chaises. Moi, je suis assis sur une chaise. Paul Biya. Clair et net, je ne change pas. Je vais réciter ça jusqu'à. Parce que je connais la vérité. Je connais la vérité. Les fonctionnaires camerounais, lorsqu'il est en odeur de sainteté, avec les fonctionnaires en place, qu'ils soient en retraite, qu'ils soient en prison, lorsqu'il a des problèmes de santé, on l'évacue. Je veux que vous m'écoutiez. On n'a pas évacué Chief Inoni. Il n'était pas en prison. On n'a pas évacué Yves Michel Foucho. On l'a évacué. Bon. Est-ce que vous savez le nombre d'enfants qui meurent là-bas au Cameroun par manque de soins? Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui vont se coucher chez Samuel Eto'o à l'Africa Foot que papa, pardon, aide-nous? Mais au même moment, on évacue les fonctionnaires à Paris. Hôpital américain de Neuilly, à Saint-Pétrière, on les évacue. Papa, moi là, je reste Paul Biya. Je ne m'assois pas sur deux chaises. Je ne m'assois pas sur deux chaises. C'est pour ça que moi, je lui donne souvent les conseils. Parce qu'un enfant peut donner un conseil à son père. Son père n'est pas obligé d'appliquer le conseil de son enfant. Il dit, papa, moi je vois comme ça, mais c'est toi qui as le dernier mot. C'est pour ça que je lui demande, je lui supplie tous les jours que Dieu a créé. Qui nous crée la Commission nationale de vérification des derniers diplômes. S'il nous crée ça, il a sauvé le Cameroun. Il a sauvé le Cameroun. Rien qu'à prononcer cette phrase, décret portant création de la Commission nationale de vérification du dernier diplôme, vous allez voir le Cameroun de vos propres yeux. Donc moi, je dis une chose qui est vraie, c'est que moi, j'ai compris ce que c'est que la politique. La politique, c'est défendre ses intérêts. Dommage qu'on est venu comprendre ça tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Quelqu'un est en train de parler avec vous. Vous êtes frères. Même si tu n'aimes pas Steve Fa. Même si tu n'aimes pas ce qu'il fait. Même si c'est comment. Papa, vous va venir monter ça en Mondo Vision. C'est pas bon.
notre gang à nos côtés, nous pouvons survivre à n'importe quelle tempête. Allons plus loin, ensemble. Le Triplewood 12 de Grants. Cameroun est binko donjolong, on Africa au binko donjolong, Wakachamu binko donjolong, Bibok Chumuzina Ombo. Cameroun est binko donjolong, Cameroun est au binko donjolong, on Africa au binko donjolong, Wakachamu binko donjolong, Bibok Chumuzina Ombo. I can no longer be on that. I can no longer be on that. I can no longer be on that. See your chip go chip away. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mes amis vont en voiture. Mes copains vont en voiture. Moi je vais à pied. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mes copains sont bien. Logé. Je suis sans abri. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mes amis sont tous partis. Mes copains sont tous partis. Chercher leur bonheur. Moi je suis resté. Je suis le gardien de notre tradition. Je vous raconte sa mort. Tchana Pierre, il a une maladie. Il a toujours une douleur à la tête. Un docteur camerounais revenu d'un pays en Europe de l'Est. Il est fort pour parler. Si il te parle de la médecine avec la bouche, tu lui donnes même tes yeux pour qu'il opère. C'est comme ça que dans la causerie, Tchana Pierre le fréquente, Tchana Pierre le connaît. Il parle de la médecine. Quand il parle de la médecine, il est éloquent, fort. Il parle de la médecine, il tombe sur sa petite Lily, la doigt là, vers le marché de fleurs. Il dit à Tchana Pierre, mais non, ta douleur là, si moi j'ai récupéré ta douleur là, il faudrait que je vais te faire tel examen. Il parle. Dès que je vais faire l'examen là, je vais voir le problème, ton problème sera résolu. Vous savez, quand vous êtes malade, quand quelqu'un vous parle, c'est pour ça que, écoutez-moi, hein, je vous parle de Tchana Pierre. Tchana Pierre dit quand même que j'ai quand même cette douleur depuis, je vis avec ça, il faut quand même que j'aille quand même voir le docteur. Ce docteur lui prescrit les examens. Après, il programme Tchana Pierre l'opération à la tête. Il opère Tchana Pierre.
Après, l'opération est allée. L'opération a commencé à la clinique, là, vers le marché des fleurs. L'opération est finie à l'hôpital général. Ça m'a pillé en l'âme. Un jour, je suis dans mes déplacements au Cameroun, comme d'habitude. On était parti vérifier une information dans un petit village dont j'étais le nom. Il faut que vous m'écoutiez. Hein? Dont j'étais le nom. J'arrive là-bas. Je trouve quelqu'un. On me dit qu'il est médecin. Eh, hein? Qui est médecin? Le médecin, si. Ya, vous mentez. On me dit que c'est lui le médecin de l'arrondissement. Non. C'est pas vrai. Comment il a fait d'infirmier à médecin? Ça s'est passé comment? Mais je le connais à Douala, c'est un infirmier. On me dit non, c'est lui le médecin ici. Je prends ma main, je mets comme ça la tête, comme ça, je dis que merde. Il est quoi? On me dit c'est le médecin. Quand on finit ce qu'on a fait, je remonte au département. On va voir le directeur de l'hôpital du département, du district. Je dis qu'il est là-bas dans le village, dans l'arrondissement de Tang. On me dit qu'il est médecin. On me dit oui, c'est le médecin qu'on a affecté. C'est les médecins, vous savez, il y avait une époque où on a appelé les médecins PPTE. Donc, quand il y avait une carence de médecins, l'État du Cameroun a embauché une vague de médecins qu'on a appelé médecins PPTE. Donc, ils étaient payés avec les fonds PPTE, pays pauvres très endettés. C'est la période là. C'est que merde. Je dis à mon ami là que je le connais à Douala. À Douala, infirmier. C'est là où le monsieur met la main comme ça, il me dit, je peux avoir raison, hein. Parce que quand les gens qui viennent de ce village viennent ici, je vois leurs prescriptions avec ce que les gens me donnent, avec les déclarations des malades qui me disent, je trouve que il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Bon, il ne peut pas quand même mettre en doute les compétences d'un de ses collègues. Il dit que, moi je ne sais pas. Mais c'est quand je viens lui dire que je connais ce monsieur à Douala, c'est un infirmier. Je le connais en tant qu'infirmier. Mais il est ici comme médecin. Comment? Donc quand je vous parle des faux diplômes au Cameroun, si on ouvre la boîte de Pandore, vous allez voir de vos propres yeux. Parlez de vos propres yeux. Je ne parle pas ça pour rien. Hein. C'est dans plusieurs domaines comme ça au Cameroun. Bon, imaginez que ce gars un jour se retrouve directeur d'administration centrale à Yaoundé. Imaginez seulement. Moi, je connais ce gars en tant qu'infirmier. Et je connais même le pays africain où il allait fréquenter. Il est sorti de... ben voilà. En tout cas, allons-y. C'est pour ça que moi, quand je suis au Cameroun, je ne vais pas envoyer ma femme aller faire infirmière pour rien. Ma femme qui est mon médecin. Ma femme qui est d'abord mon médecin. Ma femme d'abord qui est mon médecin. Quand je l'ai envoyé faire infirmière, c'est que merde. Regardez donc une chose qui se passe au Cameroun. Vous avez vu tout ce dernier temps-ci, à partir des années 2015 jusqu'à présent, il y a une explosion des accouchements par césarienne. Vous savez pourquoi on préfère accoucher les femmes par césarienne aujourd'hui au Cameroun? Parce que le médecin qui est dans cette clinique est payé 50 000 le mois. Il est payé 50 000 le mois. Mais les opérations qu'il va faire
au cours de ce mois, l'hôpital a une partie, lui le médecin a une partie. Il faut que vous m'écoutiez comment le système fonctionne. Son salaire du mois, c'est 50 000. Mais lorsqu'il fait une chirurgie à un patient, l'argent que le patient va payer est divisé en deux. L'hôpital, la clinique va prendre une partie. Lui, le médecin qui a fait l'opération va prendre une partie. Résultat de course. Tu amènes ta femme dans une clinique, elle est grosse. On va te dire, l'enfant, le machin, on appelle ça quoi? Le cordon ombilical de l'enfant, le cordon quoi, a enroulé au cou. Il faut opération, non madame, il faut opération. On prend le ventre, on coupe. 350 000. Il divise en deux. Bon, si en un mois, une femme vient accoucher dans la clinique, et qu'une femme accouche dans sa clinique, il divise en deux les 350 000, non? Pour la césarienne. Il comble sa fin du mois. Avec son mois, il se retrouve avec 200 quelque chose. Voilà ce qui a fait exploser les césariennes au Cameroun. Ce que je vous parle là, je vous parle des faits. Hein. Je vous parle des faits. C'est reconnu officiel. Hein. Pourquoi il y a beaucoup de césariennes? Parce que les cliniques, avec les médecins, qui sortent de partout là, vont donner au médecin un petit salaire. Maintenant, les opérations qui vont se passer sur la petite chirurgie, le montant va être divisé par de l'hôpital et le médecin. Et on s'assoit sur les plateaux de télévision, on dit que c'est la faute de Paul Biya. Moi, je continue de dire au peuple camerounais d'avoir la culture de la protection de ses intérêts. Lorsque le peuple camerounais va sortir de cette fumisterie de population à peuple, ils deviennent des citoyens, ils sont sauvés. Un citoyen défend ses intérêts. Le fonctionnaire ne défend pas vos intérêts. Le fonctionnaire défend ses intérêts. Qu'il soit en retraite et qu'il est en odeur de sainteté avec ceux qui sont au pouvoir, on va l'évacuer. Évacuation sanitaire. C'est payé avec l'argent de qui? Avec l'argent des impôts. C'est ça le système. Monsieur Biya a trouvé. Le Cameroun a l'obligation d'envoyer des malades en France pour payer la dette coloniale. Qu'il y ait des malades ou pas, le Cameroun doit payer la facture des évacuations sanitaires. C'est ça le système. Mais dans ce système, il y a d'autres qui en bénéficient, d'autres ne bénéficient pas. Ce système n'est que réservé aux élites. Il faut être chanceux que le président Biya ou bien même sa femme est pitié de toi. C'est elle qui va dire que vraiment il faut évacuer l'enfant là. Si elle entend. Parce que quand on voit ce qu'elle fait là avec le machin qu'on on met les enfants dans le ventre là. Avec le docteur Kassia. Vous voyez que c'est pourquoi. C'est le nouveau monde qu'on a voulu nous fabriquer, que les gens ont voulu nous fabriquer. Il faut financiariser la naissance des bébés. C'est un secteur qui échappe à l'économie. Donc il faut financiariser la naissance des bébés. Pour donc les financiariser, il faut mettre donc des politiques sur pied qui vont faire en sorte que toutes les filles auront des problèmes de concevoir. On met donc des politiques sur pied avec des entreprises pharmaceutiques pour créer des choses qui vont apporter de la complication aux jeunes filles. Résultat de course. Elles commencent à enseigner à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans.
ce qui s'est passé à l'époque de nos parents. Une fille commençait à enseigner à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, là, terminé. Il y a des gens qui sont naïfs. Ils disent que non, vraiment, nous, on rit. C'est ça que je dis à mon fils ici. Que nous, on a eu une belle vie. Nous, on a eu une belle vie. Vous, là, ça sera compliqué pour vous. Et vous n'y pouvez rien. Il faut financiariser la... Vous imaginez? Mais les gars comptent les chiffres. Disent qu'il y a une population de 7 milliards et on ne gagne rien sur ça. Non, il faut trouver une solution. On a commencé à mettre les cliniques de reproduction. Eh oui. C'est ça la vérité. Bon, ceux qui vont croire, tant pis. Ceux qui vont croire, vont comprendre que maintenant, pour que ça aboutisse, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir ce que tu manges. Pas tout ce qui brille qui est or. Il faut que vous reteniez ça. Vous allez bien voir ici les nourritures que les gens mangent ici sont bizarres. Tu vas faire comment? Tu es dedans. On est dedans. On est pris au piège. On n'a pas le choix. C'est pour ça que je dis à mon fils, vous êtes mal barré. Tu veux ou tu veux pas, tu seras dedans. C'est 7 milliards de population. Vous imaginez 7 milliards de population? Hein? Si on financiarise la naissance, vous voyez ce que ça va donner? Oh, mon frère, ça sera un business terrible. Terrible. Ça. Moi, je continue de vous dire des choses qui sont élémentaires là. Mais pensez pas que les choses changeront lorsque les citoyens eux-mêmes refusent de comprendre ça. On nous a mis en prison, vous avez vu, vous tous. On a refusé de nous dire pourquoi. Maintenant, on nous dit, voilà Macron, il est en train de se faire réélire sans battre campagne. Parce que quoi, on utilise les médias de masse pour faire la manipulation. Vous allez voir les mêmes Africains qui vont dire vraiment de dire Macron est mieux. Macron est mieux. Votez Mélenchon, qui vient au moins vous mentir. Votez Mélenchon, qui vient aussi vous mentir. Parce qu'il n'y a personne qui est hors du système. Hein. La seule personne qui est hors du système, qui a dit je mets fin au système de son côté, c'est celui que vous connaissez, qui est en train de les torturer. C'est l'heure actuelle. Mais en France, le peuple le plus manipulé de l'Europe, c'est le peuple français. C'est M. Mitterrand qui crée Jean-Marie Le Pen sur le conseil de Jacques Attali. C'est M. Mitterrand qui crée Jean-Marie Le Pen en lui demandant clair et net de monter beaucoup l'extrême droite. Mitterrand. Donc, nous, quand on voit ces gens gesticuler, on rit. C'est pour ça que les instituts de sondage vont toujours mettre Marine Le Pen 20%. Ils challengent le président. C'est pour empêcher le peuple français de voter Mélenchon. C'est clair. Je dis bien le peuple le plus manipulé de l'Europe, c'est le peuple français. Le peuple italien, au moins, parfois de temps en temps, se fâche, il vote Pepe Grillo.
Parfois, le peuple grec se fâche, il vote l'extrême droite. Oui. Mais le peuple le plus manipulé d'Europe, c'est le peuple français. Donc, le politique français les manipule comme ça, il n'est pas permis. Aujourd'hui, il n'y a plus de parti politique en France. Il n'y a plus que droite, gauche. Non, 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 ça n'existe plus. C'est fini, ça n'existe plus. Alors qu'ils ont entretenu le peuple français dans cette illusion de droite-gauche. Macron est venu faire terminer. Et les grands médias font tout pour lui faire réélire. Et il va être réélu. On est ici, donc vous allez voir vos propres yeux. Parce que celui qu'on pensait, celui de la droite, qui pouvait gagner Macron, on l'a démantelé, c'était François Fillon. Maintenant, on prend la dame qu'on appelle Valérie Pécresse, qui n'a pas le niveau. C'est ça qu'il est question. Passez une bonne nuit. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi.